Ravi de vous retrouver ce soir dans cette nouvelle session d'information à la une de l'actualité. Sortie officielle de l'Union sacrée pour la nation ce samedi 29 avril, le stade des Martyrs plein a craqué, le présidium habillé en blanc. L'objectif était de démontrer l'unité autour de la candidature unique de Félix Tshisekedi. Célébration de la Journée internationale du travail. Le thème retenu pour cette année 2023 est de la promotion du travail décent dans un monde à perpétuelle mutation. Le Conseil de ministres a rappelé les enjeux de ces secteurs. Soyons du bon côté de l'histoire avec Félix Tshisekedi. L'Union sacrée s'est imposée ce samedi 29 avril au stade de Martyrs de la Pentecôte. L'objectif était de démontrer l'unité autour de la candidature unique du président Félix Tshisekedi. Plusieurs grandes têtes d'affiche se sont exprimées, entre autres Christophe Mbosso Kodia, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, pour ne citer que cela. C'est des sentiments de joie de voir que le peuple a compris que nous devons nous mettre du bon côté de l'histoire, c'est-à-dire supporter notre président de la République, lui donner un second mandat pour que son projet de société puisse réussir, celui du peuple d'abord, faire bénéficier aux filles et aux fils de ces pays les richesses qui sont les leurs. Non, mais le message il est simple, il faut que tous les peuples congolais prennent conscience, se prennent en charge pour défendre l'intégralité totale du pays. Ça, c'est un devoir. Même pas 1 centimètre carré de ce pays ne pourra aller entre les mains des étrangers. De deux, avec Vati, la paix et les progrès seront au rendez-vous sous peu. C'est la population qui a démontré le pouvoir appartient au peuple. Aujourd'hui, l'Union sacrée, qui a été une vision, est maintenant matérialisée de ce que nous voyons, la présence de tous les Congolais. Nous avons dit qu'avec la participation des AADC, nous allons conscientiser tous les Congolaises et Congolais afin de pouvoir soutenir leur pays, défendre l'intégrité territoriale. C'est un message qu'on lance à la communauté internationale à ne pas continuer à poser leurs mains ici au Congo, mais devenir comme les partenaires. Nous avons besoin de la communauté internationale comme partenaire et non comme un parrain qui vient nous dicter, qui vient nous imposer sa volonté. Aujourd'hui, le Congolais vient de s'exprimer à travers le monde, qui sont tous derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce même 29 avril, l'initiateur de l'Union sacrée de la nation, Félix Tshisekedi, a rendu un dernier hommage à l'abbé Joseph Ntemo, prêtre de la diocèse du Congo central, décédé à l'âge de 70 ans, considéré comme un éducateur de notoriété qu'il a reçu comme élève au collège Notre-Dame de Mbanza Boma entre 1977 et 83. 86e réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État a réitéré son engagement d'organisation d'un séminaire de renforcement des capacités pour les autorités de la territoriale récemment nommées en vue de produire des résultats escomptés par la population. Regardez. C'est pourquoi, dans l'optique d'instaurer une gouvernance exemplaire dans les chefs d'État de la territoriale, pour exercer une gestion publique de proximité efficace et efficiente, il a réitéré son instruction donnée au cours de la 82e réunion du Conseil des ministres du 13 janvier 2023 au sujet de l'organisation d'un séminaire de renforcement de capacité pour les autorités de la territoriale nommées récemment. Et cela, afin de leur permettre de produire, chacun dans la limite de ses attributions, les résultats attendus de l'action gouvernementale par la population, essentiellement à court et à moyen terme. Il en est de même pour nos administrateurs de territoire, nos maires et bourgmestres, ainsi que leurs adjoints respectifs, car certaines de leurs juridictions ont la dimension géographique de villes dans d'autres pays. Et par conséquent, ils méritent d'être suffisamment outillés pour l'exercice des prérogatives que leur confère la Constitution. Le Premier ministre a été encouragé
a veillé à l'organisation, dans un bref délai, du séminaire de renforcement de capacité des autorités territoriales, suivant le programme soumis par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Dans cette même réunion du Conseil de ministres, le Premier ministre a informé de la participation de la RDC au 11e sommet des chefs d'État et de gouvernement dans le cadre du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région à Bujumbura. Regardez. À propos du 11e sommet des chefs d'État et de gouvernement, du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Le Premier ministre a informé le Conseil de la participation de notre pays à ces assises prévues du 2 au 6 mai 2023 à Bujumbura. Il a indiqué que cette réunion va se tenir dans un climat de recherche de la paix et de la sécurité dans l'est de notre pays, avec en toile de fond la mise en œuvre de l'accord de Nairobi et la feuille de route de Luanda, à travers notamment le cantonnement des éléments du M23 et les déploiements des forces régionales de la communauté de l'Afrique de l'Est. Ces efforts sont annihilés par la mauvaise foi du Rwanda à travers des infiltrations multiples et son influence directe sur ces mouvements terroristes. Il a rappelé qu'en date du 24 février 2023, les travaux de la 10e réunion avaient planché sur le bilan de la situation politique et des conditions de sécurité dans la région, ainsi que de progrès enregistrés dans la mise en œuvre de l'accord cadre depuis la dernière réunion tenue à Kampala en octobre 2018. Et dans le volet sinistre et catastrophe avec l'incident du lycée Mwanga à Kolwezi, le Conseil de ministres a rappelé l'urgence de réorganiser la protection des civils et de servir des sapeurs-pompiers dans toutes les villes de la République. Le bilan de ces drames fait état d'un mort et des 132 blessés, dont 127 élèves, des enseignants et des secouristes et un policier. Regardez. Registre des sinistres et catastrophes. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a, avec moi, donné des informations sur l'incendie du lycée Mwanga dans la commune de Dilala, à ville de Kolwezi, dans la province du Lualaba. Cette situation rappelle l'urgence de réorganiser la protection civile et les services des sapeurs-pompiers dans tout le coin de la République démocratique du Congo. Les bilans définitifs de cet incendie indiquent un mort, une lycéenne, 24 heures après l'incendie, élève en 3e primaire, Kanga Maloba, âgé de 10 ans, 132 blessés, dont 127 élèves, 2 enseignants, des secouristes et un policier. Toujours sur ces chapitres, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a fait le point de la situation opérationnelle de toute la République démocratique du Congo. Célébration de la Journée internationale du travail ce 1er mai. Les thèmes retenus pour cette année 2023 et de la promotion du travail décent dans un monde à perpétuelle mutation. Le Conseil de ministres a rappelé les enjeux de ces secteurs. Regardez. Au sujet de la célébration de la Journée internationale du travail, prévue le 1er mai 2023, sous les thèmes de la promotion du travail décent dans un monde à perpétuelle mutation, le Premier ministre chef du gouvernement a, au nom de toute son équipe, souhaité une bonne fête de travail à toutes les travailleuses et tous les travailleurs congolais. Il a également rappelé les enjeux de ces secteurs et plus particulièrement l'obligation du gouvernement d'offrir aux Congolais une perspective de dignité sur leur sol en stimulant la création de l'emploi et en luttant contre la précarité et la discrimination de couches vulnérables. Pour clôturer son intervention, le Premier ministre a évoqué le dernier rapport de la Banque mondiale qui place la République démocratique du Congo parmi les 3 pays africains les plus résilients sur le plan économique, sans verser dans l'autosatisfaction. Il a indiqué que le gouvernement se félicite de voir ces efforts reconnus par les instances internationales.
Des emplois fictifs, des doublons et des faux agents répertoriés dans le fichier de l'administration publique, un manque à gagner pour l'État congolais. Selon le rapport de l'Inspection générale de finances, mensuellement, le Trésor public perd près de 65 millions de dollars américains par mois. Suivez. C'est une révélation de la redoutable Inspection générale des finances, IGF en sigle, qui a passé une année entière dans les enquêtes sur 1 462 757 000 agents et fonctionnaires qui sont pris en charge dans le budget de l'État. En effet, la République démocratique du Congo perd chaque mois une somme de près de 65 millions de dollars américains en rémunérant de fictifs, de doublons et de faux agents qui se trouvent dans le fichier de paye des agents et fonctionnaires de l'État. Notons que l'IGF, qui est l'organe révélateur de ces contrôles, a annoncé que les enquêtes seront poursuivies, car selon Jules Alingueté, les chefs de l'IGF, le quart du fichier est remis en cause, et ce n'est que la pointe immergée. Cependant, les syndicalistes, quant à eux, émettent des réserves et tentent de relativiser. Selon certaines sources, il y a beaucoup de révélations troublantes dont l'intersyndicale de l'administration publique se réserve de révéler au grand jour. Pour le président intersyndical, il demande aux autorités de ne pas se précipiter, de retirer trop vite du fichier de paie les cas des irrégularités. Et à la Chambre basse du Parlement, on parle du rapport annuel de la Commission électorale nationale indépendante. Le jeudi 27 avril dernier, cette délégation conduite par son président Denis Kadima qui salue le travail abattu par les membres et le juge satisfait. Suivez. Nous sommes ici pour rencontrer le bureau de l'Assemblée nationale et c'est ce que nous avons fait pour lui soumettre le rapport annuel des activités de la CENI. C'est un rapport qui couvre la période allant d'avril 2022 à mars de cette année, donc 2023. Et c'est une disposition légale. Nous devons soumettre nos rapports et ça fait partie de la redevabilité. Nous parlons de tout ce que nous avons pu réaliser durant les 12 derniers mois. Bon, les points de séance, il y en a beaucoup. En tout cas, il faut dire que c'était une année remplie d'activités. Il y a des aspects ayant trait à la cartographie des centres d'inscription, mais le gros du travail tourne l'identification et l'enrôlement des électeurs. Un exercice qui vient de prendre fin il n'y a pas très longtemps. Et évidemment, il y a des questions aussi d'organisation interne, c'est-à-dire tout ce que la CENI a comme vision, comme mission, comme objectif stratégique, les résultats obtenus durant cet exercice. Donc, sans pouvoir aller dans les détails, je peux seulement vous dire que les résultats sont assez impressionnants pour une équipe qui a été mise en place avec beaucoup de retard. Nous avons pu réaliser un très grand travail. Aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter du fait que si vous prenez le cas, par exemple, de l'enrôlement des électeurs, ça a été fait en un temps record. Et ça, c'est une bonne progression parce que ça signifie qu'à l'avenir, tout le monde saura que ça peut se faire aussi avec un peu plus d'efficacité. Donc, il y a plein de choses, je ne peux pas vous donner tous les détails, mais sachez que c'est un rapport que vous aurez. Il est à la disposition de tous les membres de l'Assemblée nationale. Donc, c'est un document public. Il y a plus de doute. Ceux qui ont des doutes peuvent se rendre compte que cette équipe est vraiment au travail. La CENI tout entière, avec tous nos démembrements, nous sommes mis au travail. Nous avions promis qu'on allait enrôler tout le monde. Je sais que comme vous êtes là, personne ne peut dire qu'il n'a pas sa carte d'électeur. Tout le monde a été en mesure de se faire enrôler. Évidemment, c'est un exercice volontaire. Ceux qui ont voulu se sont fait enrôler. Maintenant, nous sommes dans la dernière phase de la finalisation de la liste des électeurs. Après, on va passer à la loi sur la répartition des sièges. Mais aussitôt après, nous allons commencer à recevoir les candidatures. Donc nous sommes dans la dernière ligne droite vers les élections.
Le ministre de la Défense a inauguré les tout nouveaux chapiteaux de l'état-major général FARDC le vendredi 28 avril dernier. Ces lieux servira des cadres pour des activités et des cérémonies importantes de l'état-major général avec une capacité d'accueil estimée à 1750 places assises, spaciées de 800 mètres carrés avec un coût global de 400 000 $. Et dans le registre sécuritaire, le commandant démissionnaire de la force régionale de l'EAC, Jeff Niaga, a certifié que sa sécurité n'est plus garantie sur les terres congolaises. Il serait victime d'une campagne de dénigrement contre sa mission en RDC. Regardez. Dans une lettre envoyée au secrétaire général de l'EAC, qui date du 27 avril dernier, le général kenyan Jeff Niaga explique la raison de la rénonciation de sa mission dans la partie est de la RDC. En effet, le général Jeff Niaga a dénoncé une menace aggravée pour sa sécurité. Il aurait eu une tentative d'intimidation, notamment dans son ancienne résidence, qui a déployé des sous-traitants militaires étrangers, entre autres, des mercenaires qui auraient placé des dispositifs de surveillance en faisant voler des drones et mener une surveillance physique à cette dite résidence. Selon ces derniers, cette menace a commencé en début janvier de l'année en cours et qu'il aurait forcé à déménager de cette ancienne résidence, a-t-il affirmé. Le général Jeff Niaga a ajouté par la même occasion qu'une campagne médiatique négative aurait été bien orchestrée et financée contre lui, et même de fausses accusations écrites sur la complaisance de l'EACRF face aux rebelles du M23. Signalons par ailleurs qu'il sera remplacé par le général kenyan Alfazar Muturi Kiungu, d'après un déploiement d'effectifs annoncé le 28 avril dernier par l'armée kenyane. Mise en place du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association par la FIFA, Dieudonné Sambi est le nouveau président de cette équipe. Comme mission principale, l'organisation des élections du nouveau comité exécutif de la FECOFA d'ici novembre de cette année. Espoir Kinavoudi pour plus de commentaires. Avec 4 missions assignées, le comité de normalisation affiche au complet, d'après les communiqués de la Fédération internationale de football association, Dieudonné Sambi Ntsele Lutu est placé à la tête de ce comité et sera secondé par 3 autres membres, dont Guy Kabeya Mwana Kalala comme vice-président, Sabin Machini et Honoré Luango font partie de l'équipe. Leur cahier de charges est de gérer les affaires courantes de la FECOFA, de veiller à ce que les membres du comité électoral soient élus par le congrès de la fédération en accord avec le nouveau statut et le nouveau code électoral approuvé le 15 septembre de l'année dernière, de veiller à la tenue de l'élection des membres et affiliés de la fédération à temps utile et enfin de l'organisation de l'élection du nouveau comité exécutif de la FECOFA. Ces membres du comité de normalisation sont éligibles au contrôle qui sera mené par la commission de contrôle de la FIFA. Il importe que ce comité a un mandat de 8 mois, soit du 27 avril au 30 novembre de l'année en cours. Et aucun d'eux ne sera éligible pour les postes à pourvoir lors des élections de la Fédération congolaise de football association, quelles que soient les circonstances, conformément au règlement de gouvernance de l'instance fêtière du football mondial. La délégation de la Fédération congolaise des Jeux des dames, conduite par son premier vice-président, a présenté au ministre des Sports et Loisirs Claude François Kaboulou Mwana Kaboulou leur médaille de bronze et en or à la 19e Coupe d'Afrique de la spéciale en novembre 2022 à Bamako. Les détails dans ces images et commentaires de la cellule de communication du ministère. Regardez. Présentation des civilités et des médailles au ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulou Mwana Kaboulou. Telle est la raison de la présence ce jeudi 27 avril 2023 à son cabinet de la délégation de la Fédération des Jeux des Dames de la RDC conduite par son premier vice-président Tsipé Chimanga. Dédié au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et aux forces armées de la République démocratique du Congo, les 2 médailles, respectivement en or et en bronze, glanées par l'athlète Rigan Moutete Mukendi à la 19e édition de la Coupe d'Afrique de la spécialité en novembre 2022 à Bamako au Mali, ont été apportées au ministre des Sports afin qu'il facilite leur transmission aux destinataires. La médaille
en argent est dédié à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, en soutien aux efforts qu'il est en train de déployer, tant sur le plan diplomatique que militaire, pour restaurer la paix dans l'est de la République qui est agressée par le Rwanda sous couvert des rebelles du M23. Et la médaille en bronze est dédiée à nos FARDC, en soutien aussi des efforts qu'ils sont en train de déployer au front pour bouter l'ennemi hors du territoire national. Saisissant cette occasion, la Fédération des Jeux des Dames a sollicité l'implication du gouvernement congolais afin que l'athlète Regan Mukendi puisse participer à la Coupe du Monde prévue au mois de septembre prochain à Curaçao des Caraïbes. Les difficultés se situent au niveau de la participation de la Fédération à des divers championnats qui sont organisés. C'est ainsi que nous sommes venus le voir pour solliciter l'implication du gouvernement pour la participation de l'athlète Regan Mukendi à la Coupe du Monde du Jeu des Dames qui doit se jouer au mois de septembre prochain. La Fédération des Jeux des Dames de la RDC existe depuis 2003 et compte à ce jour 10 ligues. Place aux valeurs nutritives, une bonne source d'antioxydants protecteurs. Ils sont également riches en caroténoïdes, notamment en bêta-cryptoxanthine que l'organisme convertit en vitamine A. Et l'orange sanguine fournit de lycopène. Les oranges contiennent des composés bénéfiques pour la santé appelés flavonones. C'est donc l'orange. Suivez d'autres détails avec Ruth Mboua. L'orange ou orange douce est le fruit de l'oranger de la famille des rutacées. Il existe plusieurs variétés d'oranges classées en 4 groupes variétaux. Comestible, elle est réputée pour sa grande teneur en vitamine C. L'orange a beau être composée majoritairement d'eau. Sa pulpe et son jus contiennent une quantité très importante de vitamines A, B et C et de composés antioxydants. Sa chair est riche en nutriments comme le calcium, le potassium, le phosphore, le magnésium, le fer, le cuivre, les flavonoïdes et les caroténoïdes, ainsi qu'en fibres. En consommer régulièrement est excellent pour préserver l'organisme de nombreuses maladies. Voici pour vous 6 bonnes raisons de consommer l'orange régulièrement. En premier lieu, l'orange protège nos yeux contre diverses maladies. Deuxièmement, elle lutte contre le cancer. Troisièmement, elle réduit le risque de maladies cardiovasculaires. En plus, elle réduit l'inflammation, mais aussi elle soigne le rhume. Et pour finir, elle améliore la digestion. C'est déjà la fin de cette édition, mesdames et messieurs, mais tout de suite le rappel des titres. Sortie officielle de l'Union sacrée pour la nation, c'est samedi 29 avril, le stade des martyrs plein à craquer, le présidium habillé en blanc. L'objectif était de démontrer l'unité autour de la candidature unique de Félix Tshisekedi. Célébration de la Journée internationale du travail. Le thème retenu pour cette année 2023 est de la promotion du travail décent dans un monde à perpétuelle mutation. Le Conseil de ministres a rappelé les enjeux de ces secteurs. C'était un plaisir de vous présenter cette édition du journal, mesdames et messieurs. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end chez vous. Au revoir.